Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais vous parler principalement de la Thaïlande, en particulier de ce qui se passe au niveau économique suite aux tarifs de Trump sur les différents pays. On va étudier la Thaïlande, mais pour moi, ce qui est important, c'est absolument de replacer la Thaïlande dans son cadre régional. Je pense que ce qui est en train de se passer au niveau mondial, c'est-à-dire que ça va vraiment créer plus peut-être de régionalisation, c'est-à-dire que peut-être les stratégies vont être élaborées au niveau d'ensemble de pays. Donc très clairement, il y a l'Union européenne, mais on peut voir par exemple en Asie se dessiner quand même quelque chose qui ressemble à une même stratégie. C'est-à-dire, alors la Chine pour l'instant c'est un peu un questionnement parce que cette vidéo elle est enregistrée le début du mardi 8 avril. C'est quand même important parce que les news changent assez rapidement. 2025. Et bon, pour la Chine c'est pas encore tout à fait clair. Et la Chine veut donc répondre en augmentant les tarifs, mais Trump a dit que s'il faisait ça, eh bien, finalement, les tarifs seraient augmentés du double. Donc voilà, ça, il y a un antagonisme qui est très clair. Maintenant, du côté des autres partenaires commerciaux des États-Unis, hein, en Asie, il y a le Japon, il y a la Malaisie, il y a le Vietnam. Et on peut considérer que l'Inde en fait partie, Hong Kong, Singapour, Indonésie, Cambodge, Philippines, Corée du Sud, Laos. Et donc la Thaïlande apparemment semble vouloir négocier. C'est pas le seul pays. Singapour aussi apparemment serait plutôt partisan d'une négociation, et l'Indonésie aussi. Donc ce qui pourrait, disons, se dessiner en fait, c'est plutôt que d'avoir une confrontation sur les tarifs douaniers, et bien plutôt avoir une négociation avec les États-Unis. D'ailleurs, Trump s'en est pas caché. Il a dit qu'il y avait beaucoup de dirigeants qui l'appelaient de manière à pouvoir négocier. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va ressembler à une phase de négociation. Et moi, comme je connais l'Asie et comme je connais vraiment un peu la manière dont ça se passe, dont on fait du business en Asie, c'est vrai que il y a quand même beaucoup plus de chances pour qu'il y ait des négociations au cas par cas, pays par pays, que voilà, ça discute et le bout de gras, etc. Et que finalement, on en vienne à des compromis. Je pense vraiment, l'Asie, pour moi, c'est un pays, une zone de compromis, surtout cette partie-là de l'Asie. Et donc, je pense qu'il y aura quelque part une entente qui va se dessiner sur cette partie-là de l'Asie. On voit d'ailleurs la manière dont s'expriment les dirigeants. J'avais vu le Premier ministre de Singapour qui disait que les choses avaient changé. Et puis on voit finalement que ils veulent pas, comment dire, essayer de contrer ça en disant non, nous on veut pas et on mettra, on fera, euh, on se vengera, etc. Et c'est pas du tout la façon de faire. Je veux dire, en Asie, on note un peu les, comment dire, les nouvelles données en termes de business et on agit en fonction d'un rapport de force. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça reste plutôt dans la négociation parce que tout le monde comprend bien en Asie que si jamais il y a vraiment, on voit bien d'ailleurs les indices sont rouges de partout sur toutes les places boursières, mais on comprend très bien en Asie que ils n'ont pas du tout intérêt en fait à casser le business, hein. On va voir un certain nombre de chiffres, mais je vais déjà vous livrer quand même ma pensée sur la Thaïlande. La Thaïlande, c'est quand même un pays qui historiquement, euh, donc voilà, c'est un pays qui est très attaché. Alors je l'avais sorti. C'est un pays qui est voilà très attaché en fait
à tout ce qui est électrique et électronique. À vrai dire, ça date depuis très longtemps, c'est-à-dire que depuis probablement 30 ou 40 ans, quand vous regardez les composants électroniques, les chips, vous allez voir, il y en a beaucoup en fait qui sont marqués, enfin il y en a beaucoup, il y en a un certain nombre, disons, qui sont made in Thaïlande et ça date pas d'hier, c'est quand même relativement ancien. D'ailleurs, si vous voyez au niveau électrique et électronique, vous voyez que c'est un secteur qui a rapporté beaucoup d'argent, hein, puisqu'ils sont à peu près à 55 milliards, où ils étaient en 2011 à 55 milliards de dollars, et qu'ils exportaient majoritairement, alors c'est intéressant, hein, vers l'ASEAN, donc c'est la zone d'Asie de l'Est, l'Union européenne, la Chine, et les États-Unis arrivent en 4e position avec seulement 13%. C'est très peu en fait, hein. On voit qu'il y a Hong Kong, 12%, le Japon, 11%. Voilà. Donc ça représente très très peu. Je veux dire, si les États-Unis appliquent même 20% de tarifs, c'est vrai que ça va être dur, mais bon, c'est quand même pas insurmontable, hein, finalement. Alors maintenant, c'est vrai que ce qui est livré en Chine, probablement une bonne partie, c'est ensuite redistribué vers les États-Unis. Donc quelque part, ça peut peut-être heurter aussi ce chiffre-là. Et puis pareil pour les autres en fait, hein. Mais voilà, disons que c'est pas, enfin, c'est quelque chose d'implémenté depuis longtemps. Et donc, ce que j'ai vu, c'est ça, hein, c'est Thailand to boost US import in response to Trump 36% de tarifs. Donc, on voit que la Thaïlande donc veut négocier et veut importer plus. Et puis on voit l'Indonésie veut aussi plus de diplomatie. Au moment où le sud-est asiatique réagit aux nouvelles mesures de Trump. Donc si vous voulez, voilà, c'est l'Indonésie, hein, c'est quand même un très grand pays, c'est un pays qui est musulman, où il y a beaucoup de musulmans, c'est pas du tout la même religion et culture que la Thaïlande, mais ça reste quand même l'Asie du Sud-Est, avec tout ce que ça implique en comment dire, en savoir-faire de compromis, de négociation, de deal, de choses comme ça. Et le fait que Trump se place dans une optique de faire des deals, c'est pas quelque chose qui leur est étranger. Alors après, on pourrait parler de l'attitude de Trump, comme le font les Européens d'ailleurs, hein. C'est le truc sur lequel ils sont omnubilés. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est vraiment dans le fond, voilà, le rapport de force, les rapports de trucs comme ça. Moi, je vais vous dire l'impression que j'ai en voyant tous ces trucs-là. Alors, la Thaïlande, je vous en parle pour différents sujets. Je veux dire, je parle pas que pour les gens qui sont en retraite en Thaïlande ou les gens qui vont passer du temps, bon temps, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même la vie générale du pays, la vie business du pays. Mais c'est aussi important finalement, parce que même si vous allez dans un pays en retraite ou passer des vacances, l'économie, ça a un impact quand même sur la qualité de votre vie là-bas sur place. Donc je pense que c'est vraiment nécessaire de connaître ça quelque part. Donc on voit finalement que... alors ça fait mal, hein, 36%, ça fait quand même assez mal. Mais mon humble avis sur la question, ce que je ressens, hein, comme ça, c'est que ça peut être une opportunité pour tous ces pays du sud-est asiatique, en fait, tout simplement de monter en gamme. Alors pas nécessairement de monter en gamme sur les industries, parce que c'est clairement ce qui va être impacté, hein. Donc on voit que hein, les États-Unis représentent finalement que 19-20% de leur exportation. Bon, c'est beaucoup, mais si vous voulez, quand on monte un business, on dit que il faut pas que un client dépasse 20% de part de marché. Bon, c'est ce qui se passe là, hein, finalement. Voilà. Et on peut voir aussi
qu'est-ce qu'ils exportent? Donc là, on a des chiffres hein, de 2024, Electrical Electronic Equipment, donc ça c'est très très connu hein, pour voilà. Machinerie, donc les réacteurs nucléaires, boilers, en fait c'est probablement tous les containers en métal qui permettent justement de maintenir de l'eau à haute température ou du gaz à haute température. Des véhicules, ça c'est pas dit qu'il y en ait beaucoup qui aillent aux États-Unis. Pearl, Precious Stone, là je pense que ils les produisent, enfin ils les extraient, ils traitent sur place. Bon, peut-être ça c'est une de leurs particularités, peut-être ça peut pas être trop touché. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites. Hein. Il y a des choses aussi, ça va pas nécessairement trop aux États-Unis, je veux dire la viande, le poisson, etc. Il y en a probablement un peu, mais pas tant que ça. Les céréales aussi, tout ce qui est consommable. Apparemment, il n'y aurait pas de taxes sur le cuivre, pas l'aluminium, il y aurait des taxes, mais sur le cuivre. Donc, il n'y aurait pas de taxes sur le cuivre. Et il n'y aurait pas de taxes même sur les composants électroniques. Donc, il n'est pas improbable, il n'est pas impossible que même le principal secteur de l'industrie thaïlandaise soit pas touché par les tarifs. Donc, moi, je pense que c'est une occasion, en fait, pour les pays du sud-est asiatique de monter en gamme. Pour l'instant, ils ne sont pas montés vraiment en gamme. Ils n'ont pas des productions vraiment généralisées à high-tech qui génèrent des bons salaires sur place. C'est ça en fait, c'est ça qui est important. Si on regarde le PIB par habitant, c'est important hein, le PIB par habitant. Si on regarde, on voit que la Chine, par exemple, elle est définie comme 80. Alors, c'est les chiffres de 2017, hein, mais bon, ça n'a pas beaucoup varié. Hein, c'est les données du FMI. Donc, la Chine, elle est à 80. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Vous voyez, la Thaïlande, elle est à 73. Donc, on voit vraiment, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Hein. C'est à peu près le même, voilà, à peu près la même chose. Donc finalement, on comprend que les expériences vécues en Chine et celles vécues en Thaïlande peuvent se ressembler pas mal. Hein. Mais bon, on voit bien que on est dans des pays. Bon, il y a l'Irak hein, quand même. Hein. On voit le Liban, l'Iran, l'Argentine. Bon, bah, ils sont plus pauvres que ces pays-là. Par contre, ils sont au-dessus de l'Algérie, bien au-dessus de l'Afrique du Sud, Égypte, ouais. Venezuela, Indonésie. Indonésie, ils sont bas quand même, hein, c'est étonnant. Donc voilà, on se retrouve dans des pays comme ça. Et donc l'idée peut-être derrière, c'est que si ils importent plus de technologies américaines, ben, peut-être ils peuvent arriver finalement à monter en gamme et comment dire, remporter des marchés. Parce que ça aussi c'est important. Mine de rien, les problèmes maintenant de cette zone, qui est une zone qui produit pas mal, hein, la zone, la zone sud-est asiatique, enfin sud-est, est, parce que c'est le Japon, la Malaisie, même on peut compter dedans l'Australie, le Vietnam, l'Inde, Hong Kong, Singapour, Indonésie, Cambodge, voilà, tout ça, Philippines, Corée du Sud, Laos. Donc tous ces pays-là d'Asie, en fait, pourraient adopter un peu la même stratégie hein, de dialogue finalement, de discussion, de manière à réduire les tarifs et en échange importer plus de produits américains. Et donc voilà, je pense que ça peut être une occasion pour eux de faire monter en gamme leur production de manière générale, hein, pas seulement sur les composants électroniques, mais
aussi sur le reste, hein, parce qu'en achetant des meilleures machines et des choses comme ça, ils peuvent le faire. On va voir. On va voir dans les autres. J'ai un certain nombre de statistiques à vous montrer pour comment on peut enchaîner toutes ces discussions autour d'un sujet comme ça. Donc la Thaïlande, on regarde les marchés financiers. Hein. En ce moment, voilà, c'est rouge partout. Donc on a les indices thaïlandais, le 700. On voit donc, voilà, comme tous les indices, hein, ça a pris froid. Alors, ce qui est intéressant, c'est le résumé par secteur. C'est-à-dire, quels sont les secteurs qui ont été le plus touchés et lesquels ont été le moins touchés. Alors, le moins touché, c'est agriculture et nourriture, enfin, agroalimentaire. Donc, on voit que là, c'est 1,44%. Mais à l'autre bout du spectre, on a les ressources et l'industrie. Ce dont on vient de discuter, parce que voilà, ce sont les barrières, et d'autre part, ils vont importer pas mal de choses. À noter que les propriétés, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus sûr, hein, parce que comme plus sûr, il y a les finances, la revente de produits pour les consommateurs, consumer production, ouais. Et puis l'agroalimentaire. Donc c'est tout ce qui est de base en fait. Hein. Voilà. Et le reste c'est au-dessus de 2%, donc c'est quand même pas très brillant. Même la technologie, voilà. Elle est à 4, les ressources 4, 7. Les industriels à peu près 4-5, voilà. Et puis properties and construction, hein. C'est pas brillant. Les services, c'est pas brillant non plus, bien que ça soit une destination touristique, hein, on voit que c'est pas brillant à ce niveau-là. Bon, comment ça évolue en fait ça? On voit les industries. Donc les industries, on voit que avant la crise des subprimes, en fait, voilà, on situait comme ça un niveau, on va dire, en moyenne à 80 à peu près, hein, pour les entreprises industrielles. Et puis, après la crise des subprimes, on voit ça tout d'un coup exploser. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a eu pas mal de choses de fait dans le domaine de l'industrie. Et puis on voit donc la chute, pandémie, hein, et ça remonte, on situe à un niveau haut, période de forte croissance, et depuis, ça n'arrête pas de chuter. Le secteur industriel, hein, thaïlandais n'arrête pas de chuter. C'est juste catastrophique au niveau des actions. Il se trouve que depuis quelques jours, tous les marchés dévissent, mais on s'aperçoit quand même que ça fait longtemps que ça dévisse en Thaïlande. Hein. Au niveau de l'industrie, c'est quand même pas très... C'est inquiétant. Hein. Je veux dire, ça a commencé en 2022, 2023, ça fait 3 ans en fait que le secteur est en train de tomber, quoi. Je veux dire, c'est quand même un problème. Donc voilà cette idée de monter en gamme éventuellement. On va voir que c'est possible. Mais on voit que l'industrie maintenant passe sous ces niveaux, hein, de ce qu'elle a connu avant la crise des subprimes. Donc ils sont dans une vraie période de crise industrielle. Vous savez, quand on... J'ai vu, bien entendu, je regarde les vidéos d'autres youtubeurs. Mais quand on regarde les vidéos d'autres youtubeurs, en particulier sur la Thaïlande, ces dernières années, on a noté qu'il y avait des différences. Par exemple, il y avait la mise en place de nouvelles impôts, etc., de nouvelles taxes, de nouvelles façons de gérer l'argent des expatriés, etc. Donc, mais si vous voulez, ça s'explique en regardant tous ces diagrammes. On va voir pourquoi, hein, mais voilà.
Ensuite, vous avez l'agroalimentaire. Donc là, c'est pareil. Vous avez la même chute ici au moment de la crise des subprimes, mais ensuite ça remonte et c'est resté à un niveau quand même relativement haut. Donc c'est quand même un secteur très solide en Thaïlande. Plus solide que la partie industrielle. Donc c'est un secteur intéressant. Si on regarde maintenant l'euro par rapport au Thai baht, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, on s'aperçoit que le Thai baht s'affaiblit par rapport à l'euro. Donc que le Thai baht s'améliore par rapport à l'euro. Donc il n'arrête pas de s'améliorer en fait. Ça veut dire que c'était à combien ça? 50 000 en gros hein, pour le rapport, c'était 50,65. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que avant la crise des subprimes, l'euro était quand même à un bon niveau. Et puis, il y a eu la crise des subprimes, et puis il y a eu la crise de l'euro. Et là, l'euro, il s'en est pas relevé quelque part. Hein, c'est-à-dire que la devise thaïlandaise a pris vraiment de la valeur. Et donc voilà. Alors, il se trouve que là, en période de crise relativement aiguë, on voit que l'euro reprend de l'intérêt. Quand on a une crise aiguë, hein, la pandémie, à ce moment-là, l'euro reprend de l'intérêt. Ici, c'est pareil. Mais bon, on voit que sinon, on est arrivé à une espèce de stabilité quelque part entre la Thaïlande, entre la devise thaïlandaise et l'euro. Donc voilà, ça peut... ça veut dire, bon, au niveau croissance, etc., il y a quelque chose de, on va dire, cohérent. Ça, c'était le... Ok. Maintenant, on va regarder un peu les différentes valeurs macroéconomiques et on va essayer de discuter avec tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, on a le taux d'inflation. Donc là, on voit le taux d'inflation sur 10 ans. On voit quand même que l'inflation... en fait, il y a eu des périodes de déflation carrément. Et puis, il y a eu l'inflation qui a grimpé, comme dans tous les autres pays. Mais bon, là, c'était 8%. Donc, c'était pas si énorme que ça. Puis après, décembre 2023, voilà, début 2024, on a une baisse. Puis, ça reprend très mollement. Voilà. Donc c'est quand même par mois. Donc c'est quand même des chiffres relativement importants par mois. Parce que sur une année, nécessairement. Donc voilà, on peut dire que c'est un pays qui comporte pas mal au niveau de l'inflation. Moi, je considère pas nécessairement que l'inflation, ça soit si mal que ça. Ça permet de voir une économie qui tourne, en fait, qui se développe. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est la dette privée, c'est-à-dire la dette des ménages par rapport au PIB. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que dernièrement, en 2024, on était genre à 90% du GDP, du PIB. 90% de dette du PIB,
c'est pas énorme, hein, c'est pas du tout énorme par rapport à d'autres pays, comme la France, comme les pays du nord de l'Europe, où ils ont, à mon avis, hein, un problème de ce côté-là. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Alors, on voit que finalement, ils se sont beaucoup endettés avec la pandémie. Et puis, voilà, pour l'instant, ça redescend. Avant la pandémie, ils étaient à peu près à 80. Donc, ils ont pris en gros 10%. Voilà. Mais ça reste du domaine du gérable, du raisonnable par rapport à d'autres pays. La dette comparée au PIB. Donc là, on voit qu'on est à peu près 62%. C'est vraiment pas beaucoup par rapport à d'autres pays comme la France, les États-Unis, etc. Donc, quelque part, ils ont de la marge. Hein. Ils ont de la marge pour pouvoir emprunter plus si nécessaire. Et donc, peut-être justement pour pouvoir faire une montée en gamme de leur économie, hein. C'est-à-dire monter en gamme au niveau qualitatif pour servir les pays alentours ou d'autres zones. Parce que finalement, une fois que, si vous voulez, les pays de la zone Asie, Sud-Est et Est auront monté en gamme ou seront en train de le faire, après, ils vont devoir servir des zones. Donc, il y a leur propre zone pour commencer. Ensuite, vous avez celle de l'océan Pacifique. On peut compter l'Asie, la Nouvelle-Zélande, etc., la Micronésie. Puis vous avez l'Asie centrale, hein, ce qui se trouve au nord de l'Iran, et puis toute cette zone-là. D'ailleurs, même l'Irak, l'Iran, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'Afghanistan, le Pakistan, etc. Il y a l'Inde aussi, voilà. Tout ça, ça forme, disons, un espèce d'ensemble qui peut être intéressant pour ces pays-là. Ils sont déjà sur place, hein, mais ils peuvent justement augmenter quelque part leur rapport à l'économie locale. Il y a l'Afrique, et puis il y a l'Europe. Alors, je dois avouer que je ne connais pas suffisamment bien l'Afrique pour pouvoir en parler, disons, à ce sujet, mais c'est vrai que, comment dire, quand je vois le niveau quelque part duquel est partie la Chine, ils étaient vraiment très très bas. Ça peut faire penser qu'à un moment donné, l'Afrique peut effectivement aussi décoller de cette manière-là et à ce moment-là, devenir une zone d'exportation pour les produits d'Asie du Sud-Est ou d'Asie de l'Est. Hein. D'ailleurs, on voit bien que la Chine est déjà de plus en plus présente en Afrique, mais à ce moment-là, il peut aussi y avoir d'autres pays. Et d'ailleurs, pourquoi pas des pays comme le Vietnam, hein, qui ont peut-être encore disons, un fond de francophone, de la langue française, et donc qui peut peut-être leur aider un peu à ouvrir plus de portes. Voilà. Voilà, c'est une opinion comme ça. Mais ça peut être le cas aussi de l'Inde, hein, avec... Ok, donc Thaïlande, le taux de chômage. Donc on voit que le taux de chômage, il est relativement bas en fait, hein. Sauf pendant la pandémie, mais ça avait jamais été très élevé, hein. Alors, on voit que le taux de chômage, hein, il est à 1%. Et puis on a la croissance. Donc la croissance en rythme annuel. Donc on voit ici le zéro, hein. Donc en gros, là, on est sur du à peu près 2%, on va dire en moyenne depuis la fin de la pandémie. Mais avant, on était quand même allez, je vous le fais à 3,5. De 3,5 à 2%, il manque 1,5. Hein. Comme pas mal d'économies, enfin en tout cas comme en Europe, la productivité a eu du mal à redémarrer, après la crise. Je pense qu'il y a des raisons psychologiques pour ça.
il y a des raisons psychologiques. Je pense que le fait pour les gens d'être cloîtrés à la maison pendant une période et plus avoir grand-chose à faire, peut-être ça a vraiment cassé quelque part la volonté, l'ambition, ce genre de choses-là. Et il faut du temps pour que ça reprenne, en fait. Donc voilà en fait pour la Thaïlande. Donc on peut voir, si vous voulez, avec sa dette, voilà, avec sa dette faible finalement par rapport aux autres économies, hein, 62%, on peut vraiment voir que la Thaïlande, elle a éventuellement les capacités de rebondir après des tarifs très importants qui lui ont été imposés par les États-Unis. S'il y a vraiment une négociation, à mon avis, ils peuvent sauver les meubles, peut-être même descendre jusqu'à 10%. Je ne suis pas persuadé que les États-Unis, euh, comment dire, je ne suis pas persuadé que les États-Unis baisseront en dessous de 10%. Je pense qu'il leur faut quand même un minimum. Il faut quand même qu'ils prennent un minimum à tout le monde de manière à renflouer les caisses. Pour moi, c'est vraiment l'objectif des États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'il y aura une discussion, je veux dire, parce que les pays en ont profité, ils le savent très bien. Et je veux dire, tout le monde savait que les Américains achetaient à crédit. Comment on pouvait imaginer que ça pouvait durer comme ça? C'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, ça le fait pas. Et je pense que c'est ce qui se passe. Je pense que c'est quelque chose qu'ils comprennent assez bien. Euh, mais voilà, je pense que c'est sans aucun doute des pays, en tout cas, qui sauront saisir l'opportunité. Donc je dis pas, bien évidemment, il faut, euh, comment dire, montrer qu'on n'est pas content, mais quelque part, ça doit faire partie de la négociation qui fait que à la fin, on doit aboutir à quelque chose de gagnant-gagnant. C'est pas normal de considérer que euh, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que les Américains achètent des produits à l'étranger et puis finalement, l'argent que les Américains dépensent est pris par les pays pour acheter de la dette des États-Unis. Et donc, voilà, et donc il y a un espèce de cercle vicieux qui s'est enclenché depuis très longtemps maintenant et qui pose problème. Donc, euh, il n'y aura pas de retour en arrière sur ces tarifs. Ça, c'est une chose qui est assez claire. Maintenant, pour moi, c'est pas encore très clair. Est-ce que on est sur vraiment un krach boursier? Je pense que les marchés avaient besoin de corriger, avaient besoin de se faire une frayeur, avaient besoin de voir un peu du rouge. Ils avaient peut-être marre de voir du vert sur les courbes des actions. Et voilà. Mais ça constitue pas euh, le même choc, par exemple, que Lehman Brothers. Lehman Brothers, le choc, c'était euh, les banques se retrouvent avec des produits dont on ne sait pas, en fait, dont on ne sait pas ce qu'il advient, on ne sait pas le truc. Quelle banque a quoi comme produit pourri? Donc pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. C'était la réflexion qui se faisait au moment de la crise de subprime. Et donc, les gens ont eu peur. Donc les marchés se sont coupés effectivement pendant quelques semaines, le temps qu'il y ait eu de la liquidité qui soit remise, etc. Mais quelque part, c'était pas contrôlable. Là, on sait très bien que demain, si Trump veut, il remet tout à zéro, par exemple. Moi, je suis persuadé qu'il le fera pas, mais voilà, il peut remettre tout. On n'est pas encore dans un vrai accident incontrôlable. C'est-à-dire que là, c'est contrôlable. Euh, on est vraiment dans quelque chose de voilà, très contrôlable. Donc, je vois pas les choses vraiment s'envenimer à un point que ça en devienne catastrophique. Sauf que, la seule chose qui peut se passer, c'est que
euh, la situation est telle, c'est-à-dire les marchés qui baissent, des grosses incertitudes quand même sur l'économie et ce genre de choses-là, qu'il y ait un accident quelque part, un accident financier. Par exemple, je ne sais pas moi, au hasard, des CDS qui se déclenchent et qui envoient par terre les marchés financiers, par exemple. Ah oui, là, ça serait vraiment quelque chose de terrible et d'incontrôlable pour le coup, parce qu'il n'y aurait pas moyen de dépatouiller la situation. Donc, mais c'est un risque qu'il ne faut pas perdre de vue hein, pour autant, hein, parce que moi je suis persuadé que ce risque-là, il existe. Plus la crise avance, plus le risque que ce risque se matérialise existe. Voilà. Il n'est pas impossible non plus que euh, les tarifs de Trump, ça soit une réponse à ce risque-là que j'évoque. C'est-à-dire que ce risque que je ne connais pas, parce que c'est le propre des signes noirs, hein, de ne pas savoir d'où ça vient quelque part. Donc c'est peut-être parce que l'équipe de Trump ou l'équipe précédente, hein, l'équipe sous Biden, parce que quelque part, j'aimerais revenir aussi sur ces sujets. Je pense que c'est important de comprendre tout ça, d'où ça vient, parce que encore une fois, on a trop tendance à caricaturer les choses. Je suis désolé, je vais encore dire du mal des journalistes français, mais c'est de leur faute, quoi. Je veux dire, ils ont qu'à faire un travail sérieux, quoi. Il n'y a pas de raison que moi, qui ne suis pas un spécialiste, je sois obligé de me pencher sur ces trucs-là, de faire des vidéos, alors que c'est un travail qui devrait être fait par les journalistes et qui devrait être publié dans les médias mainstream. Je ne devrais pas être obligé de faire ça. Le truc, c'est que il faut arrêter de considérer les dirigeants comme faisant n'importe quoi ou un délire ou ce genre de truc-là. Ça, c'est trop facile et c'est dangereux parce qu'on ne cherche pas à comprendre. Alors qu'il y a peut-être des choses à comprendre. Dire, pourquoi Biden n'a pas envoyé plus d'armes à l'Ukraine, par exemple? Pourquoi? Est-ce que la seule raison, c'est vraiment qu'il ne voulait pas embêter la Russie? Est-ce que c'est vraiment la seule raison? Est-ce que ça pourrait pas être, par exemple, parce que tout simplement, ils n'avaient pas l'argent pour le faire? Envoyer, envoyer des armes en Ukraine, ça coûte de l'argent. La guerre, ça a toujours coûté un maximum d'argent. Je veux dire, et donc, peut-être que, en fait, c'est tout simplement qu'ils avaient l'impossibilité de le faire financièrement parlant. Je veux dire, euh, pour moi, la première aide qui aurait dû être versée, je pense qu'il aurait fallu 3 fois plus de volume de ce qu'ils ont livré pour que, je crois que c'était en 2023, il devait y avoir une contre-offensive ou un truc comme ça. Voilà, pour moi, il aurait fallu au moins 3 fois ce qu'ils avaient livré pour avoir un effet vraiment sur le champ de bataille. Pourquoi ils n'ont pas livré ces 3 fois? Peut-être que ça leur coûtait vraiment beaucoup trop d'argent et que bah, ils n'étaient pas capables de l'aligner, quoi. Et il n'est pas impossible que l'équipe de Trump, en fait, voyant ça, parce que bon, bah évidemment, eux, ils sont aussi au courant en fait de ce qui se passe, se disent ça peut plus continuer comme ça. On est à la merci de tout. Et donc, je pense que faut arrêter de dire et de crier partout que les tarifs, c'est n'importe quoi, ça sort de je sais pas où. Il y a probablement une justification qui n'est pas donnée publiquement derrière ça, mais moi je suis vraiment fondamentalement persuadé qu'il y en a une. Je pense que déjà, un des trucs de base, c'est de renflouer les caisses de l'État, tout simplement. Je veux dire, comme doivent le faire les États depuis que l'État existe. Eh ben, l'État doit demander à des financiers de l'argent, etc. Eh bien, bah, de la même manière, en fait, ils ont besoin de reflouer les caisses. Alors, ça leur prendra probablement une dizaine d'années pour revenir à une situation un peu saine, mais je pense qu'on en est là. Donc,
Donc, donc c'est pour ça que je pense que les tarifs, ils reviendront pas en arrière. Par contre, il y aura des négociations hein, pour quand même essayer de faire un win-win avec le maximum de pays. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que l'Asie du Sud-Est, elle est plutôt bien placée. Alors maintenant, avec tous ces éléments, est-ce que ça vaut le coup de s'expatrier? Parce que bon, c'est quand même la chaîne de l'expatriation. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de s'expatrier en Thaïlande? Moi, je dirais quelque part, je pense que la réaction de l'administration Trump, elle va être la suivante. Les pays qui vont discuter le plus vite possible et avec comment dire, en montrant le plus de bonne foi, quelque part, entre guillemets, hein, on reste quand même la négociation entre États, hein, quand même. Je pense qu'à ce moment-là, ils seront beaucoup mieux vus par l'administration américaine et donc, quelque part, ils auront tendance à lâcher plus de choses dans l'avenir. Bon, après, voilà, c'est un calcul sur l'avenir. Je pense que c'est comme ça. Par contre, je suis persuadé que les pays, d'ailleurs ça se voit, hein, je veux dire, la Chine qui a commencé à dire, bah, nous aussi on va en mettre 34, ça s'est pas bien passé. Je pense que les pays qui vont comme ça discuter, c'est un message quand même quelque part qui est envoyé aussi à l'Europe, hein, parce que euh, l'Europe où, bah voilà, comment dire, où on voit que les journalistes et puis tous ceux qui sont au pouvoir en fait et essayent de, comment dire, de dire oui, c'est n'importe quoi, ils se tirent une balle dans le pied, etc., machin, tout ça. Euh, ils sont très politiques en fait, et pas tellement économiques, pas tellement dans le business. De toute façon, les chefs d'entreprise français l'ont bien compris. Hein, je veux dire, c'est clair que et ça va être un problème. Donc, je pense que est-ce que ça vaut le coup de s'expatrier en Thaïlande? Moi, je pense que les pays, si vous voulez, qui vont accepter plus facilement cette histoire-là, vont probablement avoir des bénéfices en retour. Alors je ne sais pas quel type de bénéfices, mais ils auront probablement des bénéfices. Ça ne sera pas quelque chose en pure perte. Mais il faut comprendre de toute façon, l'administration Trump va chercher de l'argent. Elle a besoin d'argent, elle a besoin de renflouer les caisses. Donc il y aura ce genre de choses-là. Mais voilà, après, tout est négociable. Et donc, voilà, ça peut être sur la qualité des produits livrés, sur le fait peut-être de rapatrier des usines aussi aux États-Unis, etc. Enfin, je pense qu'il y a vraiment tout un tas de deals qui seront possibles et que les Asiatiques ont suffisamment comment dire, d'intelligence justement pour pouvoir s'adapter un peu à ce sujet-là. Donc voilà, pour la Thaïlande, moi je pense qu'au vu des données macroéconomiques, ils ont la possibilité de négocier avec l'administration américaine, de supporter un peu la charge qui leur est demandée, parce que je pense que ça revient à ça, et de pouvoir en même temps discuter, avoir des deals. Ça peut être par exemple le fait que les États-Unis acceptent plus d'étudiants thaïlandais pour augmenter je sais pas, leur capacité, leur qualité de production, etc. Je veux dire, on peut vraiment tout imaginer dans des deals comme ça, surtout si ça se fait pays par pays. Donc, vu leur faible, enfin, vu l'endettement quand même relativement faible par rapport à d'autres pays, vu le comportement de l'économie en termes de croissance, de chômage, bon, l'inflation, c'est vrai qu'elle est quand même, elle est pas nulle, mais je pense qu'ils ont quand même les capacités. Donc, ça veut dire que pour moi, et je pourrais élargir ça à toute la zone Asie du Sud-Est. Je pense que ça en fait des pays
peut-être encore plus intéressant, justement, avec ce qui se passe, avec les tarifs douaniers. Parce que faut pas oublier non plus, je suis désolé que la vidéo soit longue, hein, mais voilà, on peut pas traiter ces problèmes en 30 secondes. Bon, ça fait un peu plus que 30 secondes, je suis désolé. Il faut pas oublier non plus que il y a aussi une chose qu'on n'a pas vécue en Europe, c'est que les tarifs douaniers et le libre marché ont quand même constitué au XVIIIe siècle et au début du 19... fin du 19e siècle et début du 20e siècle ont été, comment dire, les raisons de guerre menées par les Occidentaux, en particulier par les Américains et les Anglais en Asie du Sud-Est, pour imposer le libre-échange. Hein. C'est eux qui ont imposé le libre-échange. C'est les Américains qui ont imposé aux Japonais, par exemple, l'ouverture de leur marché. C'est pareil pour la Chine. Donc maintenant, voir ça, en fait, c'est quand même quelque chose qui doit résonner en termes d'histoire dans les pays du sud-est asiatique. Donc voilà, je pense que c'est pour ça il y aura une réponse qui va être plutôt diplomatique et ils vont tirer les bénéfices de cette attitude-là parce que de toute façon, l'administration de Trump ne reviendra pas en arrière. Et je pense que, en fait, on peut dire les États-Unis ne reviendront pas en arrière sur ce sujet-là. Pour moi, il y a une question vitale qui est mise de côté par tous les commentateurs, c'est la question de la dette américaine qui, à mon avis, commence à devenir hors de contrôle. Ils ont à chaque fois des problèmes pas possibles pour la faire rouler, pour la renouveler. Donc, et tout ce que fait l'administration Trump va dans ce sens-là. C'est pas... faut arrêter de dire que c'est incohérent, que c'est tout ça. Non, c'est pas du tout incohérent. C'est vous prenez les tarifs, vous prenez les licenciements en masse dans la fonction publique. Je veux dire, tout ça, ça n'a qu'un seul but, c'est de réduire la dette publique américaine. Et ils le disent en plus. Donc voilà, je sais pas, faut écouter quand même. La réindustrialisation des États-Unis, ça va aussi dans ce sens-là. Donc les États-Unis utilisent leur puissance économique pour faire ça. Ça fait longtemps qu'ils ne l'avaient pas utilisé, ben maintenant ils l'utilisent et donc voilà. Et donc c'est pour ça, je pense que s'expatrier dans un pays comme la Thaïlande, je dirais a priori, vu ces chiffres-là, pour moi, ça fait du sens, quoi. Je veux dire, il y a sans doute des capacités justement de business, de négociation, etc., qui peuvent être intéressantes. Mais ce ne sont pas les seuls pays d'intérêt. Alors, vous savez que je connais particulièrement bien la Chine. Je dirais que la Chine, tout va dépendre en fait, d'une part de la réponse, de comment ça va se dérouler en termes de négociation avec l'administration Trump. En fait, c'est assez clair. Si les États-Unis négligent l'opinion publique chinoise, ça se passera pas bien. Donc à ce moment-là, peut-être l'expatriation en Chine, il faut vraiment l'analyser de manière très rigoureuse en examinant la situation géopolitique. Je peux vraiment pas dire plus sur ce sujet-là. Si par contre, il arrive à y avoir une négociation, faut quand même pas oublier une autre chose aussi, hein, c'est que on a deux pays dans la zone. C'est important. Je sais bien que la Thaïlande c'est un peu loin, mais pour moi c'est une zone qui est qui marche ensemble en fait. Donc on a deux pays en particulier, on a la Chine
et le Japon qui sont des très gros détenteurs de la dette US américaine. Et je pense que ça c'est important pour les États-Unis. Alors je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire. Bon, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire. Mais c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger quand même. Les Chinois n'ont pas du tout intérêt à ce que demain les États-Unis fassent défaut sur leur dette ou leur disent bah, écoutez, cher ami, vous avez voulu nous embêter, vous avez pris notre argent, enfin voilà, tous les prétextes qui ont été donnés, donc on ne vous remboursera pas. Voilà, c'est comme ça, on ne vous remboursera pas. Je ne suis pas persuadé qu'ils en seraient très heureux, à vrai dire. Donc, les Chinois vont essayer de tirer le maximum, on va dire, mais c'est nécessaire pour eux de garder la face vis-à-vis de leur opinion publique. Parce que contrairement, là encore, à ce que racontent les médias, il y a une opinion publique en Chine et elle n'est pas... enfin, voilà, elle existe et elle est significative. Et les dirigeants chinois agissent en fonction de cette opinion publique. Même s'il n'y a pas de vote généralisé, il n'en demeure pas moins que c'est très important pour eux. Je ne vais pas expliquer le pourquoi et du comment, sinon la vidéo, il faudrait 2 fois plus de temps. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, si ça peut se passer en douceur et que les dirigeants chinois gardent la face, à ce moment-là, ça se passera bien. Et à ce moment-là, je suis persuadé que la Chine a vraiment une carte très très importante à jouer. Maintenant, voilà, si les Américains veulent absolument, parce qu'ils savent très bien les conséquences que ça peut avoir en interne, tordre le bras à la Chine et agir en faisant perdre la face aux dirigeants, eh bien, à ce moment-là, ça risque d'être assez chaud. Ça risque d'être assez chaud. Mais ça peut aussi, moi je ne suis pas dans l'administration américaine, mais ça peut aussi être un des objectifs de l'administration américaine. Voilà. Mais il faut jamais négliger le fait que la Chine et le Japon détiennent vraiment beaucoup de dettes. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et ce qu'il faut aussi bien remarquer, c'est que en ne traitant pas la dette par-dessous la jambe, l'administration Trump montre quelque part l'exigence pour le pays, pour les États-Unis, de rembourser leur dette. Donc ça peut en faire une dette en fait plutôt fiable et en diminution. Donc ça peut être vraiment des bonnes opportunités justement pour ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, je vous ai dit pour la Chine ce que je pensais au niveau de l'expatriation. Pour les autres pays de la zone, bah, vous voyez un peu l'analyse que j'ai faite pour la Thaïlande. Pour regarder les secteurs, il faut voir aussi quels sont les débouchés possibles. Je ne sais pas si, par exemple, un pays comme le Cambodge a autant de débouchés que la Thaïlande, parce que la Thaïlande est quand même depuis longtemps sur les marchés internationaux. Le Vietnam est beaucoup monté en puissance sur les marchés internationaux. Singapour est connu aussi depuis très longtemps. Donc voilà, ça le fait plutôt. Maintenant, les pays qui viennent tout juste de s'ouvrir ou qui sont pas prêts dans le business, c'est vrai que là, ça va être des pays peut-être avec plus problématiques. Cela dit, ce qui va se passer à mon avis, hein, c'est une opinion, hein, et ça vous pouvez me dire que je n'ai pas raison et m'en donner une justification, je l'accepte très volontiers. Moi, je pense simplement que on a eu si vous voulez, les pays occidentaux, ensuite on a eu les BRICS, là ensuite on a eu les pays émergents, et maintenant on va avoir les nouveaux émergents. Et les nouveaux émergents, en fait, c'est tout simplement les pays pauvres et les pays qui sont dans le bas du tableau, en fait, de ce tableau-là, hein.
Donc ensuite, faut voir, mais en gros, voilà, c'est à partir de sous la Chine, quoi. Tout ce qui se trouve sous la Chine. Je suis assez étonné de voir que des pays comme l'Algérie ou la Tunisie, ouais. J'étais très surpris de voir que ils sont seulement à ce niveau-là. Je pensais qu'ils étaient plus hauts quand même. Mais on voit l'Équateur, la Géorgie, tout ça, tous ces Paraguay, voilà. Le Maroc, je pensais pas que c'était aussi bas en fait. L'Inde, ah ouais, l'Inde. Donc l'Inde, bon, je compte pas nécessairement dedans, mais voilà, vous avez tout un tas de pays comme ça, euh, voilà, Cambodge, etc., qui sont des pays pauvres et qui peuvent être les nouveaux émergents, parce que les, les Chinois et les autres pays producteurs, hein, pas mal ceux qui se trouvent en Asie du Sud-Est, eh bien, vont avoir besoin de nouveaux marchés. Parce que là, avec les tarifs, en fait, quelque part, ils vont vraiment devoir peut-être renchérir leur production, augmenter la qualité pour pouvoir vendre aux États-Unis. Et puis, avec les barrières douanières, ça risque de devenir assez compliqué. Donc finalement, il va leur falloir de nouveaux marchés. À ce moment-là, bah, il y a d'autres pays qui ne sont pas encore au niveau de développement des autres, hein. Et donc ces pays-là, bah, peut-être ça va devenir les nouveaux marchés. Donc ça va devenir des nouveaux marchés, des endroits où il va y avoir de l'argent qui va être mis pour qu'ils achètent. Et puis à ce moment-là, bah, eux aussi finalement monteront en gamme, comme ça s'est passé pour la Chine par exemple. Euh, alors la Chine, est-ce que ça peut être un exemple assez unique pour des raisons historiques et culturelles? Je sais pas. Je dois avouer que bon, c'est une question qui est intéressante. Mais voilà. Donc, ça veut dire quoi pour l'expatriation, pour les gens qui veulent s'expatrier? Ça veut dire que les pays, disons, les futurs nouveaux pays émergents peuvent aussi être des pays vraiment intéressants pour l'expatriation. Moi, j'avais été en Chine à l'époque où justement c'était un futur pays émergent et, c'est toujours très passionnant de voir un pays justement comme ça avec des taux de croissance à deux chiffres, c'est vraiment très impressionnant. Alors dans les régions, hein, parce que ça dépend des régions. Mais voilà, et c'est le genre de choses qui peut se produire dans d'autres pays qu'on connaît moins. Par exemple, c'est marrant de voir que l'Irak est quand même un PIB par habitant supérieur à la Chine, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, il y a tout un tas d'autres pays qui peuvent être intéressants parce que bah, justement, par exemple, il peut y avoir les pays d'Afrique, les pays d'Amérique du Sud, voilà, comme ça, le Paraguay, je vois il y a quelques youtubeurs qui émettent depuis le Paraguay, donc ça peut être un pays qui peut être effectivement intéressant en fait, parce que ce sont des pays euh, probablement pas très lourdement endettés, parce que c'est des pays où bah, on leur a pas prêté de l'argent parce que c'était pas des pays riches, on pourrait être co-riches. Et donc, ce sont des pays qui sont pas très endettés. Donc, peut-être que en fait, ils vont s'endetter. On va leur permettre de s'endetter pour acheter des choses, pour construire des infrastructures, etc. Et donc, pour écouler toutes les productions qui viennent en surplus comme ça des pays qui sont touchés par les tarifs douaniers. Donc voilà, je pense que ça, c'est une possibilité. Et donc, bah, ça peut être intéressant d'envisager ces pays-là comme des pays d'expatriation. Bien entendu, l'Inde, je la place à part, hein. On a un peu le même effet que pour la Chine, en fait. C'est-à-dire que on a une partie de l'Inde
qui est très développée, riche, et une autre qui est pauvre. Mais je veux dire, ça c'est pareil, c'était pareil pour la Chine. Donc après, voilà, vous avez vu un peu les différentes grandeurs à considérer. Bon, évidemment, pour l'expatriation, ensuite, c'est à vous de rechercher sur la sécurité. Je pense que ça, c'est quand même très important, hein. La sécurité, euh, éventuellement la santé aussi. Enfin, il n'y aura pas de miracle, mais au moins, dans les cas graves, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut être prévu. Euh, et puis voilà quoi. Regardez aussi comment ça se développe, quelles sont les législations. Tout ça, ça peut vraiment être intéressant. Contacter des francophones sur place, ça c'est important, hein. Vous avez les chambres de commerce françaises, belges, suisses, euh, Benelux pour luxembourgeoises, euh, et Belgique évidemment. Et qu'est-ce que vous avez d'autre comme le Canada, vous avez aussi les chambres de commerce canadiennes avec des Québécois éventuellement. Donc il y a vraiment des organismes d'information, de contact, des gens sur place. Dans tous ces pays un peu, disons, ignorés par la phase 1 de la mondialisation, dans des commentaires que je lisais sous une de mes vidéos, quelqu'un disait c'est la fin de la mondialisation. Moi, je pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, cette histoire des tarifs, très paradoxalement, c'est en fait plutôt une phase 2 de la mondialisation. C'est-à-dire c'est une mondialisation qui va être en fait généralisée à beaucoup plus de pays que ça ne l'est maintenant. Euh, Bon, non, je vous assure, j'ai pas fumé. Voilà. Bon, la vidéo commence à être vraiment là, dramatiquement longue. Ouais. Donc, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.